Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va corriger le sujet de Centrale Superlec donné en 2015 option PC en chimie. On va commencer par la première question. Première question. Positionnez le palladium et indiquez son numéro atomique, le numéro de la ligne, le numéro de la colonne en expliquant la méthode utilisée. Donc ici, l'énoncé nous donnait la première réponse. Le numéro atomique ici, Z est égal à 46. Ensuite, on utilise la règle de Klakowski pour obtenir sa configuration électronique. On obtient la configuration suivante. Au niveau de la ligne, le palladium se trouve sur la ligne numéro 5. Pourquoi? Car son nombre quantique principal est égal à 5 et positionné à la colonne 10. Donc en se basant sur la couche 5s et 4d, on voit que le palladium est dans la colonne numéro 10. Petite remarque pour le palladium ne respecte pas la règle de Klakowski. Sa configuration réelle se termine par 5S0 et 4D10. On verra pourquoi dans quelques minutes. Question suivante, on demande ici de faire une analyse critique détaillée des indications données sur le site Wikipédia. On nous parle ici de groupe 10, cela fait référence à la colonne numéro 10, ce qui est confirmé parce qu'on vient de faire précédemment. Le palladium se trouve bien dans la colonne numéro 10. L'article parle aussi d'éléments du groupe de platine en citant le ruthénium, le rhodium, l'osmium, l'iridium et le platine. Effectivement, ces éléments appartiennent au bloc D, mais ne sont pas dans la même colonne. Donc il y a une confusion ici entre colonne et bloc D. Il fallait faire attention à ça. On nous parle aussi de configuration atypique. En effet, le palladium ne respecte pas la règle de Klakowski. Sa configuration électronique ne se termine pas par 5S2, 4D8, mais en réalité par 5S0, 4D10. Cette configuration s'explique par la position de la couche 5S et 4D qui sont très proches en énergie, ce qui permet au palladium d'avoir cette configuration. On nous indique aussi que le palladium est mou comme le platine. Donc il faut savoir que le platine et le palladium sont dans la même colonne. Et deux éléments qui sont dans la même colonne ont des propriétés physiques et chimiques semblables, ce qui explique le fait que le palladium soit mou comme le platine. Le palladium possède de nombreux états d'oxydation. Donc ici on cite 0, 1, 2 et 4. Cela s'explique par la couche 5S et 4D qui sont proches en énergie, mais aussi par la présence de l'orbital 4D qui est un nombre important d'orbitales. Cela combiné ensemble explique ce nombre important au niveau des états d'oxydation du palladium. Question suivante, on nous demande ici de déterminer la masse volumique du palladium. On nous donne le rayon atomique du palladium, environ 140 picomètres, et ainsi que sa structure cristalline cubisphrac centrée. En utilisant toutes ces données, on détermine la masse volumique du palladium et on trouve 1,13 10 puissance 7 g par mètre cube. Si on fait la conversion, 11,3 g par centimètre cube. Cette valeur est en accord avec celle des données. On trouve dans les données 12 g par centimètre cube, alors que nous, ici, on trouve 11,3. C'est en accord. Question suivante, on demande ici de déterminer la masse de dihydrogène qui peut être absorbée par 1 kg de palladium. Donc la question revient à se demander quel est le volume d'1 kg de palladium. On va utiliser les données de l'énoncé. Donc la masse volumique est d'environ 12 g par centimètre cube. Donc pour 1 kg, on a un volume d'environ 83,33 ml. Donc on peut faire aussi la conversion. En mètres cubes, ça donne 8,33 10 puissance moins 5 mètres cubes. Il ne faut pas oublier de multiplier par 900 pour déterminer la masse d'hydrogène. On le fait. Et ensuite, on va utiliser la formule PV égale nRT pour déterminer la masse d'hydrogène. Donc on va appliquer cette formule. Après application numérique, on trouve une masse d'environ 6,11 g en masse de dihydrogène. En utilisant les propriétés
du palladium, on peut utiliser le palladium comme catalyseur d'hydrogénation pour les alcènes ou les alcynes. Et aussi, cela va permettre de stocker du dihydrogène. On nous demande ici d'écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation de l'éthylène en éthanol. Il fallait s'aider ici des trois équations. Et en additionnant ces trois équations et en multipliant aussi la deuxième équation par 1,5, on trouve l'équation suivante. L'éthylène réagit avec du dioxygène pour donner l'éthanol. On demande ici quelles sont les transformations subies par les espèces du palladium et du cuivre lors des différentes étapes du cycle catalytique, et aussi de donner la condition sur les potentiels d'oxydoréduction pour que les étapes du procédé Wacker soient thermodynamiquement possibles. Étape 1. Donc on passe ici du palladium complexé au palladium solide. Donc le palladium passe d'un nombre d'oxydation de 2 à 0, donc il subit une réduction ici, contrairement à l'alcène qui subit une oxydation pour se transformer en aldéhyde. La condition sur les potentiels d'oxydoréduction pour que l'étape soit thermodynamiquement possible est la suivante. En effet, il faut que le potentiel du couple auquel est associé les éléments du palladium soit supérieur au couple aldéhyde-alcène, ici. On continue ici pour l'étape 2. Donc le palladium, cette fois-ci, passe du nombre d'oxydation de 0 à plus 2, il subit une oxydation. Et ici, le Cl2 passe de 2 à 1, il subit une réduction. Donc au niveau des couples, on a écrit les couples ici qui sont associés à cette réaction. Comme tout à l'heure, la condition sur les potentiels d'oxydoréduction est la suivante. Il faut que le potentiel du couple CuCl2 associé à CuCl soit supérieur au potentiel du couple associé aux éléments du palladium. Pour la troisième étape, on a toujours une réaction d'oxydoréduction. On remarque ici que CuCl passe, que le cuivre passe ici d'un nombre d'oxydation de 1 à 2, donc il subit une oxydation. Et l'oxygène passe de -2 à 2. Donc ici, il subit une oxydation. Ce qui nous permet d'écrire les couples suivants. Couple de l'eau et le couple associé aux éléments associés au cuivre. Et la condition est la suivante. Il faut que le potentiel du couple O2H2O soit supérieur au potentiel du couple CuCl2-CuCl. On demande à cette question pourquoi le procédé Wacker est un cycle catalytique. En effet, on remarque que le complexe PDCl4 est le catalyseur de l'oxydation pour le passage de l'alcène à l'aldéhyde lors de l'étape 1, et ensuite il est régénéré lors de la deuxième étape, en utilisant cette fois-ci CuCl2, qui est le catalyseur de la régénération de ce complexe. Lui aussi va être régénéré lors de la troisième étape. On peut considérer que CuCl2 est un co-catalyseur. On va maintenant relier ce procédé au thème de la chimie verte et on remarque que dans ce procédé, il y a une économie d'atomes. Tous les atomes des réactifs sont utilisés pour obtenir le réactif. L'utilisation aussi d'un catalyseur, il n'y a pas de perte. On utilise comme solvant l'eau. On utilise aussi des conditions douces, température et pression basse, donc peu de coût en énergie. Et on utilise aussi comme réactif le dioxygène qui est très abondant et peu cher. Question suivante, on demande ici de calculer une constante d'équilibre associée au cuivre au degré d'oxydation 1 pour montrer qu'il est instable. Donc là ici, il s'agissait d'une réaction de dismutation et en utilisant les données de l'énoncé, et on obtenait une constante des réactions qui vaut, après calcul, 10 puissance 6,1, soit environ 1,26, 10 puissance 4. On remarque ici que la réaction est totale, et quel que soit le pH, Cu+ se dismute en se transformant en cuivre sous forme solide et en ion Ci2+. Question suivante. On plonge ici une lame de cuivre dans une solution de Ci2+, disons Ci2+, et on demande ici de déterminer le potentiel pris par la lame. Donc ici, il fallait déterminer le potentiel standard de Ci2+ Cu, et ensuite d'appliquer la formule de la loi de Nernst pour déterminer ce potentiel, et on trouve un potentiel
pour le couple du cuivre égale à 0,30 volts. On nous demande ensuite d'étudier l'influence des ions chlorure sur la stabilité du cuivre 1. On va d'abord compléter le diagramme qui était fourni par l'énoncé. On va attribuer dans un premier temps à chaque espèce chimique son nombre d'oxydation. On trouve les valeurs suivantes. Il ne faut pas oublier que Ci+ se dismute, donc il ne sera pas présent dans le diagramme. Par rapport au diagramme qui est en fonction de PCl, donc de moins log de en ion chlorure, plus PCl est fort, plus on est à droite, plus la concentration en ion chlorure sera faible. Et inversement, plus on est à gauche, plus la concentration en ion chlorure sera forte. Cela va nous permettre ainsi de positionner les différents éléments dans ce diagramme. Plus on est à gauche, plus l'espèce chimique sera chargée en ion chlorure. Et en fonction du nombre d'oxydation, cela nous permet de compléter ce diagramme qui donne le diagramme suivant avec les différentes espèces. Il fallait faire attention, CuCl2 par exemple est à gauche, non pas à droite, par rapport à l'ion Cu2+, qui a le même nombre d'oxydation. Ainsi, pour PCl faible, le cuivre 1 est stable, voire pour une concentration élevée. Question suivante. Alors, dans cette question, on nous indique qu'on introduit dans 1 litre d'eau des ions Cu2+, des ions chlorure et un excès de cuivre métallique. Et on nous demande ici de donner la composition du mélange à l'équilibre. On calcule dans un premier temps PCl et on trouve une valeur de 1. Cela nous permet de positionner une droite en vert sur le diagramme. Et on remarque ici que Ci2+, par exemple, à cette concentration, ne peut pas donner CuCl2. Première remarque, Ci2+ et Cl- tout seuls ne vont pas réagir ensemble. Il nous reste alors le cuivre sous forme solide et Ci2+. On remarque qu'ils ont tous les deux des domaines disjoints, donc ils peuvent réagir. Et ensuite, ils vont réagir avec Cl-. On obtient la relation suivante. Donc, les ions Ci2+ réagissent avec les ions chlorure, avec le métal cuivre pour donner CuCl, le précipité. On va déterminer la constante de réaction associée à cette réaction chimique. En utilisant les données de l'énoncé, on obtient après calcul la valeur suivante de cette constante de réaction. On trouve que K vaut 10 puissance 7,3. La constante de cette réaction est très élevée. On peut considérer cette réaction comme une réaction totale. Pour déterminer la composition du mélange, on va considérer donc la réaction comme totale et on va utiliser un petit tableau d'avancement pour déterminer la composition finale. D'après l'énoncé, le cuivre est en excès, le cuivre se forme solide. On a un volume total de 1 litre. Après calcul, on remarque que ce sont les ions Cu2+ qui correspondent au réactif limitant. Pour rappel, on détermine Xmax en déterminant le Xmax le plus petit, soit ici 1 10 puissance moins 2, soit 1 10 puissance moins 1 divisé par 2, et ici X est égal à Xmax à 1 10 puissance moins 2 mol. Après calcul, on obtient une quantité de matière en ion chlorure de 8 10 puissance moins 2 mol, et pour le précipité, une quantité de matière de 2 10 puissance moins 2 mol. On demandait aussi à cette question de déterminer les coordonnées du point B associé à ce mélange. Donc il fallait trouver ici un PCl et un potentiel. Donc on va déterminer d'abord PCl. Donc PCl c'est moins log en ion chlorure. Donc on obtient ici une valeur en PCl égale à 1,09. Alors comment on obtient cette valeur? On vient de le calculer. On vient de calculer la quantité de matière en ion chlorure, et étant donné qu'ici le volume total est de 1 litre, la concentration en ion chlorure est de 8 10 puissance moins 2 mol par litre, il suffit de faire le calcul, moins log de cette valeur nous donne une valeur pour PCl d'environ 1,09, soit 1,10. Donc là, cette valeur correspond à la première coordonnée du point P. Maintenant, on doit se demander quel potentiel déterminer. Mais on sait que dans cette expérience, à la fin, il n'y a plus d'ion Ci2+. Donc le couple qui nous intéresse est le couple d'oxyde de réduction suivant, CuCl associé à Ci2+.
Donc en utilisant les données de l'énoncé, à nouveau, on va déterminer le potentiel de ce couple. Après calcul, on trouve une valeur de potentiel standard d'environ 0,13 volts. Ensuite, en utilisant la formule de Nernst, en utilisant les concentrations qu'on a dans ce mélange, on obtient un potentiel total pour ce couple d'environ de 0,19 volts. Donc le point P a pour coordonnées en ordonnée 0,19 volts et en abscisse 1,1. Question suivante, on nous demande ici d'établir le diagramme de prédominance du palladium au degré 2 en présentant les domaines de prédominance du palladium 2 libre et du palladium 2 complexé avec les ions chlorure. Et tout cela en fonction de PCl. Donc dans un premier temps, on va déterminer le potentiel du couple PD2+, PD du palladium. L'énoncé nous indiquait que la concentration molaire totale en élément palladium était de 1,10 puissance moins 2. En utilisant cette donnée et la formule de Nernst, on obtient un potentiel pour le couple PD2+, PD, une valeur de 0,86 volts. On va ensuite déterminer la concentration en ion chlorure pour savoir à partir de quelle concentration on obtient le complexe du palladium. Après calcul, on obtient une concentration en ion chlorure d'environ, ou plutôt PCl, comme on a calculé ici, on trouve une valeur de 2,5. C'est-à-dire que pour une valeur inférieure à 2,5, il y a formation du complexe. On va compléter tout cela avec le diagramme qu'on a commencé à construire tout à l'heure. Cependant, on va remarquer que maintenant, il y a un nouveau couple qui va se former. C'est le couple entre le complexe du palladium et le palladium sous forme solide. On va donc déterminer le potentiel standard de ce couple formé donc du palladium solide et du palladium complexé. On va dans un premier temps déterminer le potentiel standard de ce couple. On utilise pour cela les deux équations suivantes. Et après calcul, on trouve un potentiel standard pour le couple du palladium complexé et du palladium sous forme solide. Après calcul, on trouve un potentiel standard d'environ 0,625 volts. On va ensuite déterminer le potentiel de ce couple en utilisant, comme on a fait comme précédemment avec les autres questions, on va utiliser la formule de Nernst. On écrit d'abord la formule de Nernst. Et tout en remarquant qu'il y a des ions Cl- dans cette équation, donc on aura une pente qui dépendra de PCl. Et après calcul, on obtient l'équation suivante en utilisant la formule de Nernst. E est égal à 0,57 volts plus 0,12 PC, donc on a une pente de 0,12 ici. On va ensuite utiliser le diagramme qu'on a dessiné tout à l'heure, on va le compléter. On sait qu'on a une pente de 0,12. Et en complétant le diagramme, on obtient ceci. On a ce diagramme de prédominance en fonction de PCl pour le palladium. Question suivante. On demande ici dans quel domaine du diagramme la condition du procédé Wacker concernant les propriétés oxydo-réductrices relatives au palladium et au cuivre est-elle vérifiée? Alors, petit rappel, on avait vu à la question 2A2 pour que le procédé Wacker fonctionne, il faut que le potentiel du couple CuCl2, CuCl2- soit supérieur à celui du couple formé avec le palladium complexé et le palladium sous forme solide. Donc, on a déjà déterminé ici le potentiel du couple associé au palladium complexé et palladium sous forme solide. Il nous suffit de déterminer le potentiel du couple CuCl2, CuCl2-. On va le faire. Après calcul, on remarque que ce potentiel correspond au potentiel standard de ce couple. Donc, il nous suffira de déterminer le potentiel standard de ce couple. On va le faire en utilisant trois équations. Et après calcul, on trouve un potentiel standard, donc un potentiel du couple, d'environ 0,5 volts. On va maintenant utiliser la condition trouvée à la question 2A2 afin de trouver le domaine où le procédé Wacker fonctionne.
Ainsi, pour une concentration en ion chlorure supérieure à 4 mol par litre, le procédé Wacker est favorisé. Question suivante. On nous demande ici quel est le nombre d'électrons de valence du palladium engagé dans le complexe. Dans cette question, on va aussi déterminer le nombre d'électrons de valence total dans le complexe. Donc, on va utiliser la méthode suivante pour déterminer le nombre d'électrons de valence. Dans un premier temps, on cherche le nombre d'oxydation du métal. Chaque ligand est chargé négativement. Ici, c'est Cl- qui est chargé négativement. La charge totale du complexe est -2. On va attribuer la lettre X au nombre d'oxydation du palladium. Et après calcul, on trouve une charge pour le palladium de +2. Cela va nous permettre de déterminer le nombre d'électrons de valence pour le palladium. Donc, étant donné que le palladium est sous forme de plus, il va perdre 2 électrons. Donc, on va revenir sur sa configuration électronique. On sait que la configuration électronique du palladium non oxydé donne 10 électrons de valence. Ainsi, le nombre d'oxydation pour le palladium sous la forme de plus est égal à 10-2, donc 8 électrons de valence. Ensuite, pour déterminer le nombre d'électrons total dans le complexe, il suffit d'additionner le nombre d'électrons de valence pour le centre métallique, c'est-à-dire le palladium de plus, et ensuite d'additionner aussi le nombre d'électrons apportés par chaque ligand. Chaque ligand peut apporter 2 électrons, et ici on a 4 ligands, donc 4 fois 2, 8, plus les 8 électrons du palladium. On a au final 16 électrons de valence pour ce complexe. Dans cette question, on demande ici de représenter le diagramme d'orbital moléculaire pour un diatome obtenu par combinaison de 2 orbitales atomiques. Donc on représente ces 2 orbitales moléculaires. On remarque ici la présence d'une orbitale anti-liante et d'une orbitale liante. L'orbitale liante est celle qui est en bas et celle qui est anti-liante, c'est celle qui est supérieure. Donc on a représenté ça et on obtient les deux orbitales moléculaires suivantes. Alors, à cette question, on a représenté CX, CX étoile, CY étoile, CY, en utilisant les axes qui étaient fournis dans l'énoncé. Donc, on obtient les 4 orbitales suivantes. On associe le plan XMZ pour savoir si ce plan est un plan de symétrie ou d'antisymétrie. On remarque que pour phi X étoile et phi Y, c'est un plan de symétrie, alors que pour phi Y étoile, c'est un plan d'antisymétrie. On fait la même chose pour le plan YMZ et on remarque ici que ce plan est un plan de symétrie pour phi X, phi Y étoile et un plan d'antisymétrie pour phi X étoile. Ce qui donne le tableau suivant pour les symétries et antisymétries. Question suivante, on demande ici quelles sont les orbitales D qui peuvent réagir avec les orbitales du fragment X4. Les orbitales qui peuvent se recouvrir ont des symétries semblables. C'est pour ça qu'on a tout regroupé dans un tableau afin de déterminer les orbitales qui ont les mêmes symétries. Ainsi, par symétrie, l'orbital dz carré peut interagir avec l'orbital phi1. Et de la même manière, l'orbital dx carré y carré peut interagir avec l'orbital phi4. J'ai représenté ici l'orbital phi1 et dz carré pour montrer leur interaction. Donc si ces deux orbitales interagissent, ça donne une orbitale moléculaire qui va ressembler à cette orbitale. De la même manière, on représente l'interaction entre phi4 et dx carré y carré. On obtient ceci, l'orbitale suivante. On demande ensuite pourquoi les complexes plans carrés à 16 électrons ont une stabilité maximale. On va s'aider dans un premier temps du diagramme orbitalaire et on remarque ici que les orbitales situées entre 1 et 4, c'est des orbitales liantes, 5, 6, 7 non liantes, 8, une liante mais légèrement liante. Lorsque les orbitales antiliantes sont remplies, on a un effet déstabilisant. Dans notre diagramme ici présent, on remarque que
aucune orbitale moléculaire antiliante est remplie. Ainsi, lorsqu'on a des complexes à plan carré à 16 électrons, ils ont une stabilité qui est maximale, car ils n'ont pas d'orbitale moléculaire antiliante remplie. L'orbitale moléculaire 8 correspond à la haute occupée et l'orbitale moléculaire 9 à la basse vacante. Question suivante. Les orbitales numérotées de 5 à 9 correspondent au groupe D. Lorsque le complexe intervient comme nucléophile, c'est par l'intermédiaire de sa haute occupée, c'est-à-dire par l'orbitale moléculaire 8 dans notre exercice. Cette orbitale moléculaire est une combinaison des orbitales atomiques 5s, 4dz carré et Si1. On représente ces interactions et on remarque que l'orbitale moléculaire obtenue aura une forte interaction par l'intermédiaire de dz carré, c'est-à-dire lorsque le composé électrophile interviendra dans un plan perpendiculaire au plan du complexe.